Le sud-ouest de l'Afrique est dominé par une immense terre asséchée. Ici, des dunes de sable ondulé recouvrent le sol et délimitent la savane. L'eau de pluie s'y évapore aussi vite qu'elle est tombée. Mais par endroits, au milieu de cette étendue sableuse, la roche parvient à grimper haut dans le ciel et l'eau a étanché les plus grandes soifs. Ces différents environnements forment un kaléidoscope de paysages et de vie et offrent au Kalahari toute sa diversité. Kalahari, un mot qui signifie « lieu de grande soif », un mot approprié pour une des plus vastes étendues sauvages du sud de l'Afrique. Le Kalahari fait 25% de plus que la taille du Texas. Il se situe sur un plateau du sud-ouest de l'Afrique. Les 60 millions d'années d'érosion ont recouvert la roche-mère du désert de plus de 60 mètres de sable. Et c'est bien ce sol sableux qui caractérise cette terre aride. Des pluies imprévisibles pénètrent rapidement dans ce sol, privant la surface d'eau. C'est un lieu où les extrêmes se rencontrent. Les journées d'été sont d'une chaleur insoutenable et les nuits d'hiver glaciales. C'est un lieu réputé pour ses plantes rustiques et ses animaux. Pour survivre dans de telles conditions, ces êtres vivants ont dû s'adapter aux ressources limitées. Mais on trouve tout de même des exceptions. Des habitats qui rendent possible toute forme de vie. Des affleurements ont poussé dans ce sol sableux. Ce sont les seules zones d'ombre au milieu de cette immense étendue. Leurs grottes offrent des moments de fraîcheur à l'abri des rayons du soleil. Et là où le fleuve coule au milieu de déserts sableux, la plus grande oasis d'Afrique offre tout ce qu'il faut, aux grandes comme aux petites créatures. Fort de sa taille, le Kalahari est bel et bien une des terres d'Afrique les plus hétéroclites et sauvages. Le soleil se lève au-dessus du sud de cette région unique. Une de ses créatures les plus emblématiques commence alors sa journée. Le suricate. Après avoir passé la nuit les uns contre les autres dans leur terrier, les suricates sortent et scrutent les environs, toujours à l'affût du moindre prédateur. Et aujourd'hui, ils doivent redoubler de vigilance.
Les derniers nés, très vulnérables, quittent la tranquillité du terrier pour la première fois. Ces petits ont seulement 3 semaines. Pour avoir une vie confortable, ils doivent apprendre quelque chose d'essentiel pour s'épanouir dans cet endroit périlleux. Creuser. Les griffes tranchantes des suricates en font des experts en la matière et contribuent à leur bien-être dans cet environnement sableux. Ils se nourrissent principalement d'insectes attrapés à quelques centimètres sous la surface du sol. Les aînés et les cousins des plus petits vont les fournir en proie pour plusieurs semaines, complétant ainsi le lait maternel. Au cours des 6 prochaines semaines, ils seront sevrés, après quoi ils devront se débrouiller seuls pour se nourrir. Ils doivent apprendre à trouver eux-mêmes leur nourriture avant, s'ils veulent survivre. Mais creuser n'est pas seulement vital en termes d'alimentation. L'été, au Kalahari, lorsque le soleil est au zénith, les températures atteignent en moyenne les 38 degrés Celsius et peuvent monter jusqu'à 40. En hiver, comme c'est le cas ici, les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à moins 12 degrés. Les suricates vivent donc sous la terre. Le terrier des suricates se trouve à 2 mètres de profondeur, leur offrant un climat confortable malgré le froid glacial. Les suricates parviennent à s'épanouir dans le désert du Kalahari. Le sol leur offre à la fois nourriture et abri. Mais toutes les espèces ne parviennent pas à se protéger des conditions extrêmes du Kalahari. Par une froide matinée d'hiver, cette autruche est couchée au sol, tentant de maintenir sa température corporelle grâce à son épais plumage. Mais le froid n'est pas le seul problème. Les températures grimpent en même temps que le soleil. Elles peuvent atteindre les 30 degrés Celsius, même en plein hiver. Les jambes longues et nues de l'autruche la rafraîchissent durant la journée. De même que ses ailes lorsqu'elle les déploie. Les jambes de son compagnon ont une autre tâche importante. Ses tibias écarlates indiquent un taux de testostérone élevé. L'hiver s'achève. C'est le début de la saison des amours. Celui-ci fait fuir un autre mâle de son territoire et harem composé de 3 femelles. Le système d'incubation des autruches est particulier. Toutes les femelles vont déposer leurs œufs dans le même nid, mais seule la première à le faire sera accompagnée du mâle pendant cette période. Les autres femelles seront livrées à elles-mêmes.
Du haut de leurs 2 mètres, les autruches ont un bon point de vue pour guetter leurs plus grandes menaces. Les lions du Kalahari. Ce mâle imposant vient de monter une coalition avec un jeune associé. Ensemble, ils contrôlent un territoire de près de 2800 km². Ils peuvent également s'accoupler avec la troupe de femelles qui y vivent. Au cœur de l'été, les lions savent que leur proie se rassemble dans les lits de rivières asséchées. Là-bas, les plantes profitent de l'aspect hautement nutritif du sol, ce qui attire les troupeaux. Ici, les grands herbivores peinent à survivre. Les lions du Kalahari peuvent donc plus compter sur des petites proies que leurs homologues partout ailleurs. Pour le déjeuner, un lion se satisferait amplement d'un springbok. Pour attaquer, les lions privilégient l'effet de surprise. Mais dans un lieu ouvert comme un lit de rivière, il n'y a plus aucun effet de surprise. Un springbok peut atteindre les 88 km/h. C'est bien au-delà des capacités du prédateur. Joueur, le springbok délimite une ligne à ne pas franchir pour rappeler au lion qu'après avoir pris de l'avance, il sera vain pour lui de le pourchasser. Et ça, le lion le sait. En évitant cette course-poursuite, le springbok a économisé une énergie vitale. Les lions vont attendre la tombée de la nuit, où ils auront moins de chances d'être repérés. Les springboks peuvent à présent continuer leur chemin en toute sécurité. Ces lits de rivières asséchées leur servent d'autoroute pour avancer dans ce territoire sableux. Ils y trouvent de la nourriture dans les pires conditions. Entre les lits, de gigantesques dunes s'étendent à des centaines de kilomètres. Elles sont l'emblème de cette terre sauvage dominée par le sable. Mais à quelques 800 km au nord, des reliefs totalement différents s'extirpent du sol du Kalahari. Le site de Tsodilo, dans le nord du Botswana, forme une île rocheuse au milieu d'un océan de sable. Ces collines s'étendent sur 15 km et s'élèvent à près de 400 mètres du sol. Ce sont les seuls sommets aussi hauts, à plus de 250 km à la ronde. La pluie tombe plus fréquemment dans ce joyau du nord du Kalahari. Et la flore en profite, au milieu de ces pistes rocheuses. Formées sous des températures et des pressions importantes sous le sol, ces roches de quartz résistent depuis des millénaires aux effets de l'érosion. Ces anciennes peintures sur roche sont la preuve que les humains ont fréquenté ces monuments depuis des centaines de milliers d'années. Ces roches offrent plus qu'un voyage dans le passé.
Elles offrent un peu d'ombre à toute forme de vie locale. On y trouve d'ailleurs une espèce qui ne vit nulle part ailleurs sur Terre. Le gecko du Tsodilo. Cet animal nocturne peut voir dans des endroits faiblement éclairés. À certains moments de la journée, ses pupilles se contractent, formant un trait fin. Pour s'agripper à la roche, les pattes du gecko sont dotées de coussinets adhésifs recouverts de poils microscopiques. Il escalade les murs de la grotte pour aller chercher les insectes dans les fissures. Grâce à sa peau mouchetée, on le confond avec la roche. Il évite donc d'attirer l'attention des prédateurs, comme les oiseaux ou les petits mammifères. La forme de ses oreilles rend ses tympans très sensibles, ce qui fait de son ouïe un de ses sens les plus développés. Et même quand les prédateurs les plus silencieux le surprennent, il peut compter sur son système de défense d'urgence. Comme tous les geckos, il mue et peut perdre sa queue quand il est en danger. Une nouvelle repoussera à chaque fois. Avec l'évolution, cette espèce s'est adaptée à ces affleurements isolés. Les geckos du Tsodilo ne s'aventurent que rarement dans la savane voisine. Dans le sud aride du Kalahari, de plus grosses espèces comptent sur leur capacité à parcourir de grandes distances pour survivre. Ici, des troupeaux de bubales patrouillent dans une étendue de près de 1000 km². Leur robe réfléchissante leur permet de passer de longues heures au soleil dans leur habitat favori, les prairies. Mais ces grandes antilopes luttent pour trouver de quoi se nourrir durant les périodes les plus arides. Elles parcourent des kilomètres jour après jour à la recherche d'herbes comestibles, en attendant la prochaine pluie et de nouvelles pousses. Au coucher du soleil, elles s'arrêtent et se rassemblent pour éviter d'attirer l'attention des lions. Heureusement pour les antilopes, les bêtes qui rôdent la nuit ne sont pas toutes des prédatrices. Ces renards à oreilles de chauve-souris ont passé la nuit dans leur terrier afin d'éviter la chaleur. Grâce à leur pelage épais, ils sont plus à même de chercher de quoi se nourrir la nuit lorsqu'il fait froid. Ils sont parfaitement équipés pour chasser leur proie dans l'obscurité. Leurs grandes oreilles discernent les plus petits mouvements. Même sous le sol.
Par temps de pluie, les renards vont se nourrir principalement de termites frais. Mais quand l'hiver est sec, leur nouvelle proie sont les rongeurs. Une petite souris est amplement suffisante pour rassasier un petit renard. Leur régime alimentaire flexible va leur permettre de se satisfaire de tout ce qu'ils trouvent lors de la saison des pluies. Le traquet fourmilier se nourrit uniquement d'insectes. Lorsque l'hiver est sec, c'est son aliment de base. Il vient de dénicher une colonie de fourmis moissonneuses dans leur gigantesque fourmilière souterraine. Elle offre isolation et protection contre la plupart des prédateurs. Mais les fourmis doivent se nourrir. Une armée d'ouvrières sort chercher de la nourriture sous forme de graines d'herbacées. À cette petite échelle, une seule graine peut nourrir toute la colonie. C'est une tâche fastidieuse. Mais c'est avec détermination qu'elles accomplissent leur devoir en ramenant le butin à leurs congénères dans la fourmilière. Les glaneuses risquent de se faire dévorer pour servir sur un plateau celles restées en sous-sol. Bien qu'une fourmi ne représente pas grand-chose, en grande quantité, elles peuvent repaître un traquet. Celui-ci doit constamment chercher des proies. Ces petites créatures peuvent trouver tout ce qu'elles désirent dans les zones les plus arides du Kalahari. Mais la mosaïque de paysages subvient aux besoins des animaux de toute taille. À 750 km au nord, se trouve une autre exception à la pénibilité du Kalahari. Un endroit où même les géants trouvent ce qu'ils veulent pour s'épanouir. Ce qui n'est qu'un filet d'eau à 1600 km dans les montagnes angolaises devient petit à petit le splendide fleuve Okavango. Au cœur de la saison sèche du Kalahari, l'eau de crue s'est accumulée pendant des mois et atteint le nord du Botswana. Ce fleuve pourrait remplir 4 millions de piscines olympiques. Il s'étend sur 6000 km² sous forme de ruisseaux, de marais et de lagons. Bienvenue au delta d'Okavango. Un endroit où vivent plus de 480 espèces d'oiseaux.
Sans l'eau de l'Okavango, ces oiseaux ne survivraient pas. Pas plus que tous les troupeaux de grands herbivores. Les buffles doivent boire au moins une fois par jour. Une grande partie du Kalahari n'est donc pas un endroit hospitalier pour ces brouteurs. Ils se rassemblent ici par centaines et trouvent toute l'eau dont ils ont besoin, même pendant la période de sécheresse. Mais ils ne doivent pas s'aventurer trop loin, car dans ces eaux, le danger rôde. Le crocodile du Nil peut atteindre 5 mètres de long et peser près d'1 tonne. Ces puissants carnivores arrivent des profondeurs pour surprendre les proies en train de se désaltérer. Mais la mâchoire d'un crocodile n'est pas seulement une menace pour ses proies. Un petit s'est aventuré sur le territoire d'un mâle. Il n'en faut pas plus pour provoquer un combat. Il ne reste que la moitié des dents supérieures à ce vétéran, mais c'est plus qu'assez pour maîtriser son adversaire. Il inspire profondément pour se préparer à porter le coup de grâce. Sa puissance suffirait à arracher la chair de toute carcasse mammalienne. Pourtant, l'armure d'écaille du jeune crocodile tient bon. Le duel continue. Dans l'eau, le vétéran a l'avantage. Il se prépare à nouveau. Mais cette fois-ci, le plus jeune contre-attaque. Et il parvient à s'échapper. Le mâle estropié fait des bulles en signe de provocation. Il finit par regagner la rive pour se réchauffer et reprendre des forces. Il a affirmé son autorité parmi les crocodiles. Mais ça ne fait pas de lui le roi des marais de l'Okavango pour autant. Ce titre revient à l'hippopotame. Un mâle peut peser plus de 3 tonnes. Et sa mâchoire n'a rien à envier à celle des crocodiles. Les hippopotames passent la nuit à brouter de l'herbe, en consommant jusqu'à 40 kilos. Ils passent la journée sous l'eau pour se protéger des rayons du soleil. Et avec quelques nénuphars comme Anka, ils peuvent patienter jusqu'au dîner. Les eaux de surface du delta sont un parfait habitat pour l'animal aquatique qu'est l'hippopotame. Sous l'eau, le sol sableux et plat des marais lui offre une profondeur régulière.
Mais ce n'est pas un animal qui profite au mieux du delta, c'est une plante. Le papyrus. C'est une des plantes qui poussent le plus vite au monde. C'est elle qui domine le cours d'eau. Le courant régulier de l'eau extirpe de la nourriture du sol sableux. Le papyrus a la capacité de recycler la nourriture qu'il absorbe en ingurgitant les mauvaises herbes et en les transformant en de nouvelles pousses, afin que celles-ci deviennent grandes et fournies. Un véritable paradis pour le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant d'Afrique. Un mâle mature consomme près de 300 kg de nourriture par jour. Il jouit d'une incroyable variété de plantes. Et même les tiges filandreuses du papyrus ne sont pas épargnées. Grâce à toute la verdure qu'offre l'Okavango, dans cette zone aquatique du Kalahari, les éléphants s'épanouissent tous ensemble. Et chaque mouvement de ce géant peut se transformer en festin pour les petites créatures voisines. Le héron garde-bœuf peut se saisir des insectes extraits de l'herbe et profiter du festin à plus petite échelle. Les insectes sont une source de nourriture importante pour de nombreux oiseaux du delta. C'est le cas des calaos au bec rouge et de ceux au bec jaune. Mais pour une autre espèce de calao, les insectes sont insuffisants. Le bucorfe du Sud fait la taille d'une dinde. Chaque jour, il parcourt une étendue de près de 100 km² à pied pour chercher de quoi se nourrir. Le territoire de ce groupe inclut une des grandes îles du delta. Ici, l'eau ne coule pas, mais malgré la sécheresse, ils trouvent de la nourriture. Le bucorfe peut manger de tout, des insectes, des reptiles et même des petits mammifères. Cette tortue léopard est en danger. Les bucorves l'ont prise pour cible. Mais impossible pour eux de l'extirper de sa carapace. La tortue survit à cette épreuve et les oiseaux s'en vont chasser ailleurs. Les îles du delta sont suffisamment grandes pour fournir aux bucorfes tout ce dont ils ont besoin. Pour un autre prédateur emblématique de cette région, la stratégie d'attaque est très différente.
Cette jeune femelle léopard vient de quitter le confort maternel. Les grands arbres du delta lui offrent d'excellents points de vue. D'ici, elle peut guetter ses proies. Et un autre groupe de jeunes individus ferait bien de s'en méfier. Une famille de babouins se déplace à travers les broussailles. La nature luxuriante du delta leur rend la vie plutôt confortable. Les léopards sont la plus grosse menace de la famille. Mais c'est surtout la nuit que cette femelle chasse. Les grands mâles de la famille montent la garde. Elle ne veut donc pas prendre le risque d'attaquer en plein jour. Elle va en profiter pour se reposer. Les petits babouins peuvent jouer en toute tranquillité. Dans ce paradis aquatique, toutes les créatures s'épanouissent. Mais seuls les plus robustes peuvent survivre au-delà des limites de l'oasis. Au cœur de la saison sèche, le sud du Kalahari n'offre que très peu de verdure. Et encore moins d'eau. Cette famille de babouins, qui vit à des centaines de kilomètres de l'oasis, lutte pour sa survie. Mais même ici, ils peuvent trouver de quoi se nourrir. Ces primates omnivores ont un régime alimentaire très varié. Ils mangent aussi bien de l'herbe et de l'écorce que des insectes ou des petits mammifères. La dextérité de leurs mains leur permet de se saisir de tout ce qu'ils veulent au pied d'un acacia. Les babouins font partie des rares espèces terrestres de singes. Mais ils se débrouillent très bien pour ce qui est de grimper aux arbres. L'acacia est un véritable terrain de jeu pour les plus petits. Malgré l'apparence inhospitalière de leur habitat, la famille a suffisamment d'énergie pour jouer encore et encore. Cet arbre est doté d'une racine pivotante qui atteint l'eau très en profondeur. Cela permet à de nouvelles pousses de voir le jour et offre aux babouins de la nourriture même pendant les périodes les plus rudes. Les arbres comme celui-ci sont vitaux pour bien des espèces du Kalahari. Même pour les prédateurs aviaires. Les cerfs du grand-duc de Véro ont assez de force pour soulever une proie de sa taille. Ils chassent la nuit et passent la journée à l'ombre sur une branche d'arbre. Pendant que le grand-duc se repose, d'autres rapaces sont à la chasse. Un autour des palombes du sud descend en piqué sur sa proie depuis une branche. Un inconnu vient le regarder déguster sa dernière prise.
En cette période difficile, ce gonolègue rouge et noir se satisferait bien des restes. L'autour des palombes n'est pas intimidé par ce petit gabarit. A priori, il ne lui en laissera pas une miette. Le vent se met à souffler à travers les plantes du Kalahari. Il apporte un peu de répit à cette terre asséchée. La pluie vient enfin abreuver le sol. Les plantes du Kalahari vont pousser rapidement et nourrir les espèces qui en ont le plus besoin. Au matin, le soleil se fraye un chemin à travers les nuages et offre une nouvelle lumière au Kalahari. La pluie a offert à toutes les espèces de nouvelles sources de nourriture. Et elles s'en donnent à cœur joie, profitant de toute cette abondance dans une terre si sèche. Pour la famille suricate, c'est un cadeau à un moment crucial. Chaque jour, les petits apprennent à subvenir à leurs propres besoins. La pluie est venue accompagner de nombreux insectes. Les petits se nourrissent tout en gagnant confiance et expérience. Certains partiront bientôt pour rejoindre de nouvelles familles. Mais le groupe restera soudé, travaillant main dans la main pour donner naissance à de nouvelles générations. Dans son immensité, le Kalahari est bien plus qu'un désert stérile. Ici, la vie sous toutes ses formes bat son plein. Dans une région dominée par le sable, la roche offre un refuge vital. Un splendide fleuve coule en abondance. Cette eau offre à certaines espèces tout ce dont elles ont besoin. Ailleurs, les plus robustes doivent se contenter de ce qu'elles trouvent. Cette terre hétéroclite offre des espèces très variées. Un assemblage de vie et de paysages qui forment le kaléidoscope lumineux qu'est le Grand Kalahari.